Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On reçoit maintenant Marie-Claude Nichols, qui est députée de Vaudreuil, députée indépendante et avocate. C'est important. Bonjour, Marie-Claude Nichols. Bonjour, M. Robitaille. J'ai dit avocate, mais Marie-Claude, vous ne pratiquez pas votre profession. Après votre expulsion du caucus du PLQ en 2022, ça fait un bon moment déjà, vous souhaitiez renouer à temps partiel avec votre profession, mais vous avez demandé un avis à la commissaire à l'éthique et les règles qui vous ont été exposées vous ont semblé tellement strictes que vous y avez renoncé. Racontez-nous. En fait, quand j'ai hérité, je vais dire hérité du titre de députée indépendante parce que je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé. Donc, je me suis dit, députée indépendante, je connaissais pas nécessairement les tâches qu'il y en avait. Puis je me suis dit, je vais avoir sûrement beaucoup de temps libre. C'est pas le cas, là, d'ailleurs. Mais je pensais avoir beaucoup de temps libre. Fait que je me suis dit, je vais demander à la commissaire à l'éthique un avis à savoir si je pourrais retourner à la pratique du droit à temps partiel. Ce qu'il faut comprendre, moi, je fais du droit familial, qui est un droit qui se pratique dans un milieu, sur un territoire restreint, là, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que j'habite à Vaudreuil-Dorion, j'ai toujours pratiqué à Vaudreuil-Dorion, soit au palais de justice de Valleyfield ou au palais de justice de Montréal. C'est pas le droit familial, là, je peux pas aller faire un divorce à Magog, là. C'est ça. Fait que ni en Abitibi. Non, c'est un droit qui est très humain. Les gardes d'enfants, on est souvent proche de notre clientèle. Fait que c'est pour ça, je savais pas trop comment m'orienter dans tout ça. Fait que je me suis dit, puis ça a vraiment été un réflexe de demander à la commissaire à l'éthique, les modalités puis les paramètres qui entouraient ma pratique à temps partiel du droit familial. Quelles étaient ces règles strictes, là? Moi, j'ai vu l'avis, là, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, là, il y avait beaucoup de règles. Vous ne pouviez pas, par exemple, avoir des clients dans votre circonscription? Mais c'est ça, ce qui est étrange de la commissaire de l'avis de la commissaire à l'éthique, c'est qu'à la fin, on me dit oui, tu peux pratiquer. Mais c'est tellement restrictif. La conclusion dit oui, mais si on revient puis on lit toutes les restrictions, finalement, on peut pas vraiment pratiquer le droit familial parce que ce qu'on me dit, c'est que je peux pas avoir de contact direct avec le client si le client est un de mes citoyens. Puis c'est difficile, là. Surtout que si on va dans le bottin, là, le bottin du barreau, le bottin des avocats, là, on est déjà par région. Fait que quelqu'un qui cherche un avocat va aller sur le site du barreau, va taper bottin, Montérégie-Ouest, droit familial, mon nom va sortir. Mais à partir de là, même s'il me téléphone, je demande vous habitez où, s'il me dit j'habite en Montérégie-Ouest, il peut pas être mon client. Fait que là, c'était tellement restrictif que je me suis dit, mon Dieu, c'est un vrai casse-tête, puis ça va finir que je vais être en conflit d'intérêts ou sinon en apparence de conflit d'intérêts, ce qui est pour moi très important. Fait que je me suis dit, peut-être que j'ai retenu les options les plus contraignantes de tout ça, puis j'ai pris la décision de pas pratiquer le droit. Oui, mais il y avait beaucoup d'éléments dans votre avis. Il ne faut pas que vous ayez l'air de vous bâtir une clientèle. Donc, en parler publiquement, c'est malaisé. Il ne faut pas avoir non plus travaillé en dehors des soirées. Il ne faut pas travailler les jours de semaine. C'est vraiment précis là aussi sur le moment où vous devez rencontrer des clients. Puis aussi le matériel de l'Assemblée nationale, là, donc il faut utiliser un autre ordinateur puis un autre cellulaire. Donc, c'est ça. Ça s'ajoutait aux contraintes. Hein. Oui, on peut pratiquer le droit, mais comme je disais, c'est tellement limitatif. Juste la sollicitation de la clientèle était problématique. Le matériel,
Hein, il aurait fallu que j'aie un autre numéro de téléphone, puis le numéro de téléphone que j'ai présentement, c'est le numéro de téléphone que j'avais quand j'avais mon propre bureau d'avocate. Fait qu'il faudrait que je change, il aurait fallu que je change d'appareil. Au niveau aussi là, des heures de pratique, la commissaire à l'éthique disait seulement qu'on ne peut pas pratiquer dans les heures sur lesquelles on exerce notre fonction de député. Bien, notre fonction de député, là, en tout cas, moi, je suis députée indépendante, là, puis je l'exerce pas mal 7 jours par semaine. Ben oui. On est trois jours par semaine à l'Assemblée nationale. Le vendredi, ben on a des repas partagés. Le vendredi soir, on a le souper spaghetti. On a des mises au jeu officielles protocolaires. On a des remises de diplômes. Fait que là, je me dis, OK, mais comment je vais faire pour justifier à la commissaire à l'éthique que je pratique? Je trouvais que c'était difficile de changer les chapeaux. Oui, mais elle vous mettait en garde, là. Il y avait l'intérêt personnel, ne pouvait pas influencer votre indépendance de jugement dans l'exercice de votre charge. Donc, quand il est question aussi de droit de la famille à l'Assemblée nationale, c'est délicat. Ben oui, c'est délicat, mais c'est délicat et de la un peu pratique partout. du droit en général. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est délicat un peu partout. Tu sais, quand ils disent de pas solliciter la clientèle, ben tu sais, souvent quand je vais dans un événement qui est plus trop protocolaire, puis qu'on présente la députée, ben on présente le Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil depuis 2014, mais avant ça, mairesse, préfète, avocate en droit familial. L'avocate en droit familial, là, allô la tribune. Fait que, C'est ça. ça. Ça me donnait, ça me donne une visibilité aussi. Là, on a finalement pu voir les avis qui avaient été produits pour votre collègue élu de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard. Puis moi, quand je mets les deux avis à côté, je trouve qu'il a obtenu des permissions qui me semblent en contradiction avec ce que la commissaire à l'éthique vous a mis comme carré de sable. Là. Et c'est ça, votre carré de sable est beaucoup plus restreint, il me semble. Est-ce que c'est une impression que vous partagez? Oui, mon carré de sable est plus restreint. Mais tu sais, d'emblée, là, je veux pas commenter nécessairement le comportement de mes collègues, mais plutôt la situation qui s'applique à moi. Tu sais, mes collègues, je travaille avec eux, fait que tu sais, je veux pas commenter, mais je suis prête à commenter la situation qui s'applique à moi, par exemple. Puis c'est vrai que mon carré de sable semble plus limitatif que d'autres. Puis quand on porte à mon attention comment fonctionne, tu sais, comment en fait, tu sais, comment la commissaire à l'éthique autorise les autres à fonctionner, ben je me dis à la limite, je suis pas une bonne femme d'affaires. J'aurais dû y passer avant. Parce qu'il y a dans l'avis, les avis, parce qu'il y en a deux, produits à Guillaume Clich-Rivard, une sorte de modèle d'affaires. Il y a un modèle d'affaires, c'est-à-dire, on se crée un cabinet, il y a des avocats là, dans son cas, il y a 5 à 10 employés, dit-il. Il est l'unique actionnaire, donc à la fin de l'année, il peut obtenir les revenus de tout ça et dire partout qu'il est avocat spécialiste en droit de l'immigration alors qu'il est critique en matière d'immigration. Donc vous pourriez, tu sais, si on applique ça à vous, vous pourriez vous créer un cabinet, j'imagine. Puis, oui, mais en fait, tu sais, mon collègue respecte les limites que lui a imposées la commissaire à l'éthique. Puis oui, dans le fond, je pourrais le transposer à ma situation, bien qu'on n'exerce pas le même type de droit. Moi, c'est du droit familial, là, fait que c'est encore la proximité. Ben, le droit de l'immigration aussi, il y a une certaine proximité, mais ça peut venir d'un peu partout. Sa clientèle peut venir d'un peu partout. Moi, c'est un petit peu plus restreint. Là, ceux qui cherchent des avocats en droit familial, là, je dirais que c'est encore plus territorial. Je vais utiliser le terme territorial. Là. C'est encore plus territorial. Mais oui, dans le fond, ce que je constate, là, c'est qu'il y a un modèle d'affaires qui fonctionne, qui respecte les paramètres ou les modalités émises par la commissaire à l'éthique. Mais tu sais, là où c'est parce que tu sais, j'y repense là aux paramètres qui s'appliquent d'un côté puis qui s'appliquent pas chez nous. Tu sais, la notion de conflit d'intérêts. Ou d'apparence de conflit d'intérêts. T'sais, moi, je peux pas aller solliciter une clientèle, je peux pas avoir un citoyen comme client, mais si j'avais un bureau, mon collègue qui travaillerait pour mon bureau pourrait, lui, avoir le client que moi, je peux pas avoir.
C'est ça. Fait que, puis il y avait une autre chose sur laquelle j'étais pas nécessairement à l'aise. Tu sais, souvent, on demande à nos clients, ben vous habitez quelle région, vous habitez quelle municipalité. Moi, j'ai 7 municipalités dans le comté de Vaudreuil, mais c'est Vaudreuil-Soulanges, c'est grand, puis Montérégie-Ouest, c'est grand aussi. Mais j'ai pas le droit d'utiliser la liste électorale, moi, pour savoir mon client il vient de où. Ben oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est les députés, là, la liste électorale, on signe une entente, là, comme quoi c'est confidentiel, puis tu sais, on peut en faire l'utilisation, mais pas pour... Ben oui. J'ai pas le même chapeau, là. Fait que ouais, c'est quand même particulier, puis c'est quand même assez délicat, cette situation-là. Puis il y a une autre collègue, Brigitte Garceau, elle, qui est élue du Parti libéral, elle aussi fait du droit de la famille. Et elle n'a pas eu d'avis clair, donc je veux dire, elle n'a pas eu d'avis écrit, donc je peux pas savoir exactement, ou en tout cas le public peut pas savoir exactement quelle sorte de carré de sable elle a. Elle, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben encore là, je veux pas commenter, le comportement de mes collègues, mais moi d'emblée là, ça a été mon réflexe de demander à la commissaire à l'éthique un avis écrit pour me protéger. C'est pour me protéger moi en tant qu'élu là, fait que je pense que tous les collègues qui ont puis c'est correct hein, parce que tu sais nous autres la vie comme élus là on sait jamais quand ça peut finir puis tant mieux ceux qui ont des professions c'est prouvé que c'est un petit peu plus facile de retourner après sur le marché du travail parce qu'on est quand même étiquetés comme des élus puis souvent la partisanerie auprès d'un parti ou d'un autre mais les avocats sont ceux qui se placent le plus facilement après la politique. Ah, ben j'en prends bonne note. Je suis vraiment contente de le savoir. Ben oui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en 18 ans de pratique journalistique ici. Oui, ils s'en vont tous en communication, M. Robitaille. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Il y en a beaucoup qui retournent à la pratique. Et c'est plus facile parce que, en tout cas, c'est plus facile que pour d'autres professions. Oui, c'est sûrement plus facile. Puis honnêtement, on travaille déjà des projets de loi à l'Assemblée nationale. Fait que, comme moi, j'aime beaucoup l'étude détaillée. Moi, puis la plupart des collègues n'aiment pas ça. Là. Moi, j'aime ça, l'étude détaillée. Quand on arrive avec un projet de loi, je lis, je le décortique, comment je peux le bonifier. C'est sûrement un réflexe juridique. Fait que oui, après, on est législateur. Moi, c'est la partie législatrice. Fait que moi, c'est une partie de mes fonctions qui me plaît beaucoup comme avocate. Fait que oui, vous avez sûrement raison qu'après, c'est plus facile de se replacer. Mais si on revient à la situation des collègues, on est avocat aussi, puis notre premier réflexe là, comme avocat, là, c'est certainement de se protéger avec un avis juridique pour justement démontrer qu'on n'ait pas de conflit d'intérêt, ni d'apparence de conflit d'intérêt, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Oui. Mais c'est un réflexe légal qu'on développe. Donc, il y a des distorsions dans les avis, dans les situations. Vous, allez-vous demander comme une mise à jour pour pouvoir pratiquer ou vous avez vraiment renoncé à pratiquer jusqu'à la fin de votre mandat? Non, moi, j'ai renoncé à pratiquer jusqu'à la fin de mon mandat. C'est un choix que j'ai fait. J'accorde beaucoup d'importance à mon intégrité. Je trouve ça important. L'éthique aussi, pour moi, c'est super important. Fait que non, j'ai renoncé à la pratique. Surtout après avoir vu, j'avais une certaine volonté quand j'ai demandé à la commissaire à l'éthique. Puis quand j'ai vu tout ça, j'ai fait, c'est trop compliqué. Puis je voudrais pas me faire reprocher par mes citoyens. Ce sont mes électeurs, hein. C'est eux qui votent pour moi, fait que je voudrais pas qu'eux disent. Puis supposons que j'aurais pas un bon jugement dans un dossier en droit familial, ça pourrait aussi avoir des répercussions sur ma réputation. Fait que non, j'ai décidé de mettre. Mais c'est ça, vous l'avez dit, vous travaillez très fort comme député. Et c'est d'où ma surprise, moi, de prendre conscience qu'il y a des députés qui ont quand même une pratique professionnelle à temps partiel et est-ce que, justement, est-ce que vous avez plus de temps libre qu'on pense? Ben, moi, je suis députée indépendante. Je pensais avoir du temps libre, puis j'en ai pas. Fait que je présume que quand on est à l'opposition officielle, puis qu'on a des dossiers d'assignés, on n'en a pas beaucoup non plus. Qu'on soit l'opposition officielle, la deuxième opposition ou la troisième opposition. Je sais je suis consciente qu'il y en a eu des cas là, que je pense à Amir Kadir qui était médecin qui pouvait pratiquer. Je sais qu'il y en a. Moi, je pense que je serais pas capable de faire les deux. En tout cas, je serais pas à l'aise. Je serais pas à l'aise de changer de chapeau puis avoir à me justifier ou de faire face à la controverse. Là, j'en ai assez eu dans les dernières années. Mais je serais pas à l'aise avec ça. Fait que moi, c'est mon choix. Mais
Quand je suis rentrée, par exemple, en politique en 2014, puis même quand je suis rentrée en 2009 à titre de mairesse, tu sais, j'avais demandé au bureau auquel je travaillais de pouvoir terminer mes dossiers. Mhm. Ça, j'avais reçu un avis positif, un avis verbal positif, Ouais. à l'effet que, tu sais, je pouvais terminer mes dossiers. Mais des fois, vu qu'on fait du droit familial, les dossiers, c'est plus long. Des dossiers de divorce, c'est pas toujours des affaires de 30 jours, là. Mais la hausse de rémunération, ça vous donne moins le goût d'aller faire du temps partiel ailleurs, j'imagine. Le 30 que vous avez reçu. Ça, c'est un sujet délicat, là, puis je veux pas Oui. avoir... Oui, puis je veux pas avoir l'air de celle qui se plaint, mais tu sais, moi, j'ai fait le choix... Quand j'ai fait le choix d'aller en politique, j'ai fait le choix du salaire qui allait avec aussi. Ça m'a valu beaucoup de critiques de mes proches en me disant pourquoi tu fais ça, là, tu t'en vas gagner 100 000 de moins que tu gagnes présentement. Fait que même avec l'augmentation... Oui. Puis... C'est plus payant être avocat. Oui. Je pense qu'on est obligé de... Oui. D'où l'envie de certains d'aller pratiquer en parallèle. Oui. J'imagine. Mais ça peut être un beau revenu d'appoint, disons-le comme ça. Ça peut être un beau revenu d'appoint, là, surtout s'il n'y a pas d'intermédiaire. Ou s'il y a des intermédiaires, on ne travaille pas trop fort, on conseille nos conseillers, nos conseillers juridiques, puis après, on ramasse un pourcentage. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces réponses très franches, Marie-Claude Nichols. Ça fait plaisir, M. Robitaille. Je rappelle que vous êtes députée indépendante de Vaudreuil, puis avocate. Alors, et Infoman nous a qualifié de paquet de troubles, je pense. Hein? Je porte mon titre. Fièrement. Au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Et c'est l'heure des vadrouilleurs, mes amis du bureau parlementaire du journal qui sont là, Patrick Belrose et Nicolas Lachance, correspondants parlementaires pour le journal. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on commence tout de suite par la crise à Québec solidaire avec Nicolas Lachance qui a pas mal suivi ça cette semaine, quoique tout le monde dans les couloirs ici à l'Assemblée nationale a pas mal suivi ça. Mais toi, tu as écrit là-dessus, Nico. Oui. Donc, on commence à avoir hâte au Conseil national de Jonquière parce que on va savoir assez rapidement dès la fin du mois de mai là, au Conseil national qu'est-ce qui va se passer parce que clairement il y a deux franges, là, deux factions qui s'affrontent présentement à Québec solidaire. Donc il y a un caucus de parlementaires, de gens qui sont élus, qui veulent essayer de transformer le parti, en faire un parti plus pragmatique. Peut-être le recentrer un peu, c'est pas un mot qu'ils souhaitent utiliser parce que quand on l'écrit, on se le fait dire assez rapidement, on se fait appeler. Ah oui, par qui? Par le parti. Oui, exactement. Et on n'aime pas aussi dès le début de la semaine. Le mot en R, c'est le mot en R, le mot recentré. En R, recentré. Ouais. Même le mot pragmatisme, pragmatique. Le mot pragmatisme, le parti l'utilise plus depuis la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois parce que les critiques sont arrivées de partout. Encore hier, il y a une lettre qui a été publiée dans les médias on pourrait l'appeler la gang à Catherine Dorion. Je pense qu'on... Ouais. Non, au parti, moi, on m'a dit c'est la clique. La clique? Donc, ben oui, on réplique à la clique de... La clique des GND puis la clique de Catherine Dorion. C'est ça. Clic pour clic. Si on revient chronologiquement, là, en début de semaine, le parti a décidé de présenter sa déclaration de Saguenay. Cette déclaration qui sera présentée aux membres de Québec solidaire à Jonquière. Donc, on y va de propositions plus restreintes. On va moins loin que ce que le programme de Québec solidaire propose, par exemple, en agriculture, en forêt. Hein. On parle plus de nationalisation de la forêt, mais plutôt d'accompagner le secteur pour que les régions puissent en vivre. Clairement, on a fait une grande tournée des régions. On s'est fait taper sur les doigts par les gens qui critiquent un peu l'aspect. On a l'impression que Québec solidaire est contre nous, qui comprennent pas nos réalités, qu'on vit, nous, de ça, des mines, qu'on vit de la forêt. Donc, c'est le poumon économique des régions. Québec solidaire semble vouloir conquérir ces régions-là. On est tout le temps restreint un peu à Montréal, à Québec, au grand centre. On veut aller plus loin. On veut recentrer le message, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça plaît pas. Ça plaît pas. Et pourtant, lorsqu'on lit ce document-là, on a l'impression d'y retrouver Émilie Lessard-Terrien.
C'était un peu ça qu'elle voulait aussi, qu'on se rapproche des gens du milieu agricole, des régions, mais clairement, le virage que le caucus solidaire souhaite a fait réagir cette semaine. Et comme on disait, il y a une lettre qui a été écrite, hantée par Catherine Dorion. Elle est comme tout le temps de là, derrière eux, là, en train de leur taponner l'épaule en disant « Coucou! » Écoute, elle aimerait sûrement pas que j'utilise ce mot, mais c'est la belle-mère d'une certaine façon. Oui, ben, Patrick Belrose, toi qui as souvent suivi Québec solidaire aussi, je me souviens qu'on était sur l'autobus de Québec solidaire ensemble pendant une semaine pendant la campagne. Comment tu vois ça? Comment tu perçois cette crise? À faire le grand crise? tour des régions quand Québec solidaire avait l'impression de pouvoir devenir un parti national, puis disait on peut faire des gains partout. La position officielle, c'est ce qu'il disait. Si on avait été ensemble en Gaspésie, à Chibougamau, en Abitibi. Oui, écoutez, j'écoutais Nicolas, puis je me disais, la personne que j'aimerais entendre aujourd'hui, là, c'est Émilie de Santérien. C'est elle qui a lancé tout le débat il y a 2 semaines, là, quand elle a démissionné, qui a lancé une bombe, en fait. Là, finalement, on s'aperçoit que c'est pas juste une démission, c'est une bombe. À fragmentation. Ah oui. En effet. Mais on ne l'entend pas parce que, on comprend, elle prend du repos, elle semble être en arrêt de travail, ça va, en burn-out. Mais le débat est en train de dévier, alors qu'elle a lancé un débat assez précis en disant il y a une clique autour du chef, il y a une façon de fonctionner que j'apprécie pas, il y a une place qui est pas faite pour les femmes, une place pour mes idées aussi qui manque. Et là, on a fait dévier le débat en disant, écoutez, on prend la déclaration de Saguenay qui était déjà préparée, qui était déjà prévue, et le débat dévie vers ça. Pour revenir à ce que Nicolas disait pour ceux de Catherine Dorion et de sa lettre, moi, je l'ai lu, la lettre, et bien franchement, avec toi, Antoine, je ne comprends pas ce que veut Catherine Dorion. Beaucoup de grandes déclarations, de grandes idées. Le peuple doit entrer au Parlement. Oui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je trouve qu'il manque quelque chose de concret là-dedans. Et il y a aussi, dans ce groupe-là, Sol Zanetti, qui est un très proche ami de Catherine Dorion, et plusieurs des signataires de la lettre qui sont justement dans le groupe autour de Sol. Et Sol, on l'a très peu entendu. Oui, son exécutif, c'est incroyable, là, tous les noms qui viennent de l'exécutif du comté. En coulisses, on nous indique que c'est pas des proches qui travaillent pour son bureau de comté, mais on comprend quand les gens qui sont proches de Jean Lesage, sur les 40, il y en a au moins 6 ou 7 là, qu'on peut calculer. Donc, c'est une bonne partie de Puis tu sais que moi, Sol a été très absent depuis le début de cette crise-là. Il y en a plusieurs qui sont absents dans le caucus. Je pense à Vincent Marissal qui dit pas grand-chose. Vincent Marissal aussi qui a dit... Arun Boisy, où est-il? Je l'ai pas vu cette semaine. Vincent Marissal, c'est pas innocent non plus. Il a dit les choses doivent changer. Il a dit dans le leadership de Gabriel sait que son leadership doit changer. Ici, c'est intéressant d'entendre. Mais pour ce qui est de Sol, donc, Sol est très, très absent du Parlement ces jours-ci. On l'a pas beaucoup entendu. Et je suis retourné lire la lettre ouverte qu'il a publiée là, en début de semaine ou la fin de semaine passée. Il dit des choses intéressantes. Je trouve qu'on ne s'est pas assez intéressé à ce qu'il a écrit. Écoute, il dit, c'est quoi l'enjeu au fond? Il dit, cet enjeu, c'est notre rapport au système politique dans lequel nous baignons et que nous voulons changer. Devons-nous nous conformer à ses exigences ou les questionner? Si on vient à ce que Nicolas disait en disant, auparavant, Québec solidaire parlait de nationaliser l'industrie forestière, les mines aussi, les banques, si je me souviens bien, ou en partie toujours bien. Maintenant, Québec solidaire dit non, on va œuvrer là, dans le système politique habituel capitaliste qui existe. Ça semble être un peu de l'arrière-garde, de l'ancienne garde, comme Françoise David, comme Amir Kadir, de dire, nous, là, ce qu'on veut, c'est changer le système. Donc, il y a vraiment 2 groupes qui s'affrontent ici. J'y vois aussi du Catherine Dorion derrière ça, parce que Catherine Dorion, c'est pour ça aussi qu'elle a quitté, c'est l'aspect institution, les règles institutionnelles qui la titillaient, qui a fait qu'elle est partie. Et jusqu'à la sortie de son livre, elle était partie un peu, on ne l'entendait plus. Et depuis la sortie de son livre, on dirait qu'elle a repris goût à l'espace public. Elle veut se faire entendre. Et tous ces petits coups qu'elle fait présentement... En tout cas, elle refuse les entrevues. Hein? Moi, je l'ai invitée ici à La Haut sur la colline, puis elle dit « Je veux me tenir loin du milieu. » Ah bon? Moi, je lui ai dit « Je suis pas dans le milieu. » Hier, j'ai pu discuter avec Caroline Cac.
qui signe la lettre, ancienne candidate de Québec solidaire dans Rimouski. On a fondé beaucoup d'espoir sur elle durant cette dernière campagne électorale. On a même cru qu'il y avait une vague Québec solidaire à Rimouski puis qu'elle pourrait être élue. On a compris qu'elle a été très déçue. Mais en la questionnant hier, elle était beaucoup plus nuancée que la lettre. Elle ne remet pas en question le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle considère que c'est un excellent parlementaire, quelqu'un qui a ses avantages, qui est pertinent pour le parti. Mais elle veut que Gabriel accepte qu'il puisse y avoir au sein du parti des gens qui sont plus créatifs, qui sont plus justement qui essaient de changer les choses autrement, un peu comme Émilise et Catherine Dorion sont. Donc ça sera elle a utilisé les mots en entrevue, ça sera à lui de choisir et non aux autres de choisir. On va bien voir en tout cas est-ce qu'il est un comment éteignoir, ça va être reçu là, parce que tu sais et quand même, il a gagné son vote de confiance, Gabriel Nadeau-Dubois. En même temps, il a perdu, je pense pas qu'il appuyait Émilise. Donc ça, ce vote-là, il l'a perdu au mois d'août. Donc, c'est difficile de savoir exactement de quel bord va pencher la salle le 25 mai à Jonquière. Puis juste souligner qu'on parlait des absents. Gabriel Nadeau-Dubois lui-même était absent. C'est vrai? Je me souviens bien. C'est quand même, je pense que ça fait mal. Ça fait 2 fois qu'il s'absente en 2 semaines. Ça démontre quand même qu'il y a besoin de temps pour absorber tout ça, puis qu'il ne souhaite pas nécessairement affronter les questions chaque fois qu'il reçoit des coups comme ça dans l'espace public. En coulisses, parlons d'un autre... un mot, Nicolas. Mais en coulisses, je veux parler de M. Fitzgibbon. Oui, en coulisses, ça va être intéressant de savoir... qui a raison? Est-ce que c'est les 40 personnes qui ont signé? Est-ce que c'est une petite frange? Est-ce qu'ils ont réellement réel impact sur l'opinion des membres? Parce que c'est les membres qui avaient demandé de faire cette tournée des régions, aussi de modifier le programme, de réorganiser la structure. Donc, quel impact ces gens-là ont réellement? Lorsqu'on parle aux gens du caucus, aux employés politiques, on nous dit que le parti, ce n'est pas eux. Donc, clairement, comme Antoine l'a dit il y a 2 secondes, Gabriel Nadeau-Dubois a eu 90% au dernier congrès en septembre. Alors, est-ce qu'il est un réel éteignoir pour le parti? Fort. C'est ça, comme la lettre le souligne. La lettre souligne mais Émilise a gagné, de justesse, le co-porte-parole. Donc, c'est difficile de voir quel bord là, ça va prendre. Pierre Fitzgibbon, Patrick Belrose, comment vous avez vécu ça dans les corridors, là? Son espèce de valse-hésitation sur son avenir? Écoute, c'est très divertissant. Les gens l'ont souligné avec raison. Pierre Fitzgibbon s'amuse avec la presse parlementaire. Il n'est pas du tout inquiet des questions qu'on lui pose. Il s'arrête chaque fois, il répond. Quand il trouve ça pertinent, il répond sur le fond. Quand il trouve ça un petit peu impertinent, écoute, il joue avec nous. Et là, donc, c'est lui-même qui a un peu lancé un pavé dans la mare en disant au Journal des Affaires, je pense que 2 mandats, c'est assez. Grosso modo, je m'en vais après. On s'en doutait déjà, on le savait. Et là, il y a des collègues qui ont demandé, est-ce que vous engagez minimalement à finir votre mandat? Et sa réponse était, je m'engage à livrer ce que j'ai promis à François Legault. Donc, son projet de loi qui s'en vient très bientôt là, sur la réforme énergétique au Québec, la filière batterie. Il dit, après ça, je partirai quand ce sera fini. Donc, pas nécessairement jusqu'à la fin du mandat. Et là, donc, on lui parle un petit peu, il n'a pas trop envie d'en parler, il rentre au Salon Bleu, il ressort, on lui demande de préciser, il dit « Ah, mais tu sais, je pourrais faire un 3e mandat si j'ai pas terminé. » On comprend que c'est pas nécessairement vrai, mais quand même, on voit qu'il s'amuse comme ça, qu'il joue avec nous. Et même que le lendemain, il est ressorti en disant « Alors, je vais faire un 3e mandat. » C'est quand il a dit « J'y ai pensé cette nuit. » Exact. Là, de dire, tu sais, je peux dire ce que je veux, je peux dire n'importe quoi. Oui. Quand je vais démissionner, puis, tu sais. Nicolas, sur le juste terminer sur quand même l'importance de cette déclaration-là. Parce que c'est pas juste une blague. François Legault, présentement, ça va pas très bien. Je veux dire, son whip est parti il y a 2 semaines. Son directeur de relations médias est parti à son départ cette semaine. C'est la 4e démission au bureau du PM. Les sondages sont mauvais. Ça crée un momentum, comme on a déjà vu au PQ, si tu te souviens bien, il y a quelques années. Donc, même si Pierre Fitzgibbon a raison de dire quand quelqu'un démissionne, puis il l'annonce ce matin même, puis c'est tout. Tout politicien qui est un petit peu ratoureux, c'est très bien que tu le dis pas d'avance, puis tu dis oui, je vais terminer mon mandat. Puis si jamais tu le termines pas, tu l'annonces, puis tu t'en vas. Puis s'il démissionne, là, Nicolas, c'est 4
trous qu'il fait dans le Conseil des ministres, là, Ouais. parce que c'est énergie, développement régional, économie, Montréal. innovation. Montréal, oui. Mais soyons rationnels. Là. M. Fitzgibbon a dit, bon, il s'amuse. On s'amuse également avec ça à l'Assemblée nationale. C'est sympathique, mais il a promis qu'il livrerait des choses au premier ministre. Ça ira pas avant décembre prochain, minimalement. Là. Bon, il a fini la partie de la filière batterie. Clairement, ça, il en est fier. Il veut l'avoir un peu évolué encore, mais il y aura pas de nouveaux contrats. Je pense que Norvolt sera le point central de cette filière batterie-là. Après ça, puis il a aussi dit qu'il faut pas juste miser là-dessus, il faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier aussi sur le plan économique. Donc, il est fier de ça. Mais le projet de loi, il n'est pas passé, là. Et il va vouloir mettre sa signature et qu'on se souvienne de son nom à travers ce projet de loi-là. Hein? Il va le déposer à la fin de la session, mais il va pas quitter avant de l'étudier puis qu'il soit adopté. Moi, j'y crois pas. Pas sûr de ça, moi. Moi, j'y crois pas qu'il partirait. Juste le déposer et laisser quelqu'un d'autre faire des amendements, peut-être le tronquer. Non, il va aller jusqu'au bout de ce mandat-là. Il y a la mise en place par après. Je veux dire, exactement. même si moi, je pense sincèrement qu'il va se rendre en 2026. Est-ce qu'il se rendra à la fin? Je sais pas, mais il ira pas mettre dans les pattes de son premier ministre une élection partielle, j'en suis convaincu. Je vais une petite prédiction, je pense qu'il va partir 6 mois à peu près, quelques mois avant la fin du mandat, histoire de dire, écoutez, moi je ne me représente pas, donc mets quelqu'un d'autre si tu veux pour que la personne puisse ait le temps de se faire valoir, se faire voir. Mais oui, je pense qu'il est encore là pour une bonne année. Il ne sera pas seul. C'est ça qui est épouvantable, je trouve, pour la CAQ. Et pour, même François Legault se représentera-t-il. Donc, ça ouvre une espèce d'espace politique, je trouve. C'est comme un... Puis la CAQ devient comme un parti qui aura été jetable. Parce que c'est clair que le noyau dur ne revient pas. J'avance ce concept de parti jetable. Dubé a l'air d'avoir hâte de partir. Girard a l'air d'avoir hâte de partir. Donc, le noyau dur, ce qui forme ce gouvernement... C'était le véhicule politique de François Legault. Ça a été créé par et pour François Legault. C'est ça. Donc, c'est son véhicule politique. Lui, il se dit après moi. Bon, est-ce que Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Simon Jolin Barrette sont assez forts pour tenir ce parti-là à bout de brosse? Je suis pas certain. Ça va être un autre parti. Ça va être un parti différent. Éric Kerr non plus. Il faut parler d'Éric Kerr avec Nicolas parce qu'il y a eu toute une primaire sur l'application de l'identité numérique. Donc, autre abandon. Explique-nous ce que c'était. Monsieur Kerr se défend que son identité numérique continue et qu'elle sera livrée pour l'an prochain. Certes. Reste à voir maintenant au 31 mars prochain si ça sera complètement livré. Mais qu'est-ce qu'on fera avec ça? C'est ça la question, parce que finalement, ce que M. Kerr vend aux Québécois depuis qu'il est rentré en poste, c'est que tout sera du bout. On pourra tout faire pour le gouvernement du bout des doigts sur notre téléphone cellulaire. Mais l'application pour avoir les services gouvernementaux, elle vient d'être mise de côté. On aime mieux miser sur ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont pas capables de terminer certains projets ou c'est plus difficile. Donc, ils misent sur certains projets et doivent en mettre de côté. Donc, on aura, comme on a sur notre téléphone cellulaire, notre carte d'identité, mais il n'y aura pas d'application pour avoir des services. Je sais ce que ça prend. Ça prend une agence du numérique. Ça prend une agence du numérique avec un Top Gun numérique, non, Patrick? J'allais dire, mon Apple Wallet fait déjà ça, avoir mes cartes d'identité, mes cartes de crédit dans mon téléphone. Puis, moi, j'ai fait un suivi avec Éric Kerr après la sortie de l'histoire de Nicolas, en demandant pourquoi on est capable de livrer. Et là, il m'expliquait ça, puis il disait, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est un peu comme l'application Desjardins, où tu peux faire tes transactions en ligne, sur ton application. Puis moi, je me disais, Desjardins, là, déjà, depuis 20 ans, depuis 15 ans, je sais pas trop. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement du Québec est pas capable de livrer des projets comme ça? Moi, j'ai une réponse. On peut transférer notre argent du bout des doigts dans une application. Moi, j'ai une réponse. C'est que quand c'est l'État, on dirait qu'on a beaucoup plus peur pour nos données personnelles, alors qu'on donne tout aux géants du web ou à notre banquier. Non, mais Antoine, tu diras pas que tu n'as pas peur que ton argent... Je pense qu'il y a un intégrisme des données personnelles. Et c'est problématique. Ça nous empêche d'avancer. Oui, Patrick. Si on accepte une application bancaire, de transférer notre argent à travers l'application de Desjardins, je pense qu'on a le même niveau de confiance pour notre argent qu'on a pour nos données personnelles. On dirait qu'on n'a pas de niveau de confiance pour l'État. Oui, Nicolas? Dans mon reportage, il y avait un autre texte où on parlait du service d'authentification gouvernementale qui est... le déploiement sera jusqu'en 2028. Et là, on parle juste du citoyen. Parce que si on lisait mon texte, c'est que
dans la partie d'autorisation, il y avait aussi les entreprises. Mais les entreprises, ça va tellement bien avec ClickSecure Revenu Québec que le gouvernement, quand il s'est vu que ça allait pas très bien avec SAG, a décidé de mettre cette partie-là de côté. Donc, quand on fait affaire en ce moment, là, comme citoyen avec Revenu Québec pour notre dépôt direct de nos impôts, ça fonctionne très bien avec ClickSecure. C'est en partenariat avec les banques, c'est en partenariat avec Desjardins, et ça fonctionne. Éric Kerr a décidé de créer son propre projet à lui, et on a vu ce que ça a fait avec la SAQ. Hein. Je suis obligé de vous bousculer. Je suis désolé. Patrick, j'aurais aimé parler de la loi 96 puis du cégep Dawson. C'était très bon comme histoire. J'invite les auditeurs à aller le voir. Je vous donne 30 secondes chaque. Patrick Belrose, un pouce en haut, suggestion à Rémi Nadeau pour sa chronique de samedi. Oui, à Bernard Drainville qui envisage finalement d'interdire le téléphone cellulaire dans l'école au complet. On sait qu'ils l'ont fait pour les classes récemment, là, après le passage de Gabriel Attal, après les pressions aussi de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Bernard Drainville y réfléchit. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Bon, je suis pas certain auprès des parents si ça va bien passer parce que les parents ont acheté un cellulaire pour que leur enfant puisse s'en servir, mais bon, c'est un autre débat. Mais personnellement, pouce en haut, je trouve que le cellulaire n'a pas sa place à l'école. Nicolas, pouce en bas, suggestion. Martine Biron, tout ce qui a trait au bureau en Israël, incapable de dire s'il pourrait y avoir des affaires québécoises avec de l'armement. Et son manque de courage diplomatique en ce qui a trait à ce qui se passe à Rafah présentement. Elle n'a pas osé y aller de propos négatifs envers Israël, même si les États-Unis en font en parallèle. Merci beaucoup. Moi, je vous donne des pouces en haut pour ce beau segment. Merci infiniment, Patrick Belrose du Bureau parlementaire et Nicolas Lachance, aussi deux correspondants de grande qualité. Merci. À bientôt. Bye bye, merci. Merci, Antoine. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. On va reparler de l'insulte parlementaire de la semaine, plein de marde qui a été prononcée à Ottawa, comme on le sait, par le député Francis Drouin, mais par les dimensions constitutionnelles de cet outrage. Bonjour, c'est évidemment Patrick Taillon qui est avec nous, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, quelles sont les dimensions constitutionnelles de cette insulte? Quasi constitutionnelle, parce que la loi sur les langues officielles, ça a été reconnu par les tribunaux comme étant une loi spéciale, pas comme les autres, mais quand même en dessous de la Constitution. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des droits linguistiques dans la Constitution. Parce que tu veux nous parler de la loi sur les langues officielles. Oui, parce que l'insulte, le refoulement des goûts auquel on a eu droit au comité sur les langues officielles, ça se passait dans un débat sur les politiques du fédéral en matière de langue. Et moi, je rappelle toujours, puis je veux le refaire aujourd'hui, le fédéral en fait beaucoup pour le français au Canada. C'est pas ça le problème. C'est que peut-être que les efforts sont pas toujours au bon endroit. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai pas tout lu l'œuvre de Frédéric Lacroix, mais je comprends de sa démarche. Ça, c'est l'expert qui s'est fait traiter de P de M. Oui. Exactement. Et donc, je comprends de la démarche de Frédéric Lacroix qu'elle est essentiellement statistique. Il s'agit de s'appuyer sur des faits statistiques, des données, et on voit que ça dérange. Ça bouscule l'approche de l'entité fédérale, du gouvernement fédéral et notamment du Parti libéral du Canada aussi, dans cette réaction épidermique du député Francis Drouin. C'est sûr que si on prend une approche statistique, là, étudier à l'université en anglais, sur les grands nombres, là, pas pour tout le monde, mais pour les grands nombres, ça favorise l'assimilation. Il y a plus... Parce que ce qui a fâché le député, c'est que Frédéric Lacroix a dit, si vous étudiez en anglais à l'université au Québec, vous avez plus de chances après de pratiquer un métier ou une profession en anglais. Vous avez statistiquement plus de chances. Et donc, c'est pas tout le monde. Puis on peut trouver plein de trajectoires de vie. Je crois que j'en ai une en face de moi. Je crois qu'Antoine t'as fait un petit bout de tes études à McGill. Ça t'empêche pas aujourd'hui d'être un ardent défenseur de la langue française. Mais c'est ça l'univers statistique, c'est de prendre au sérieux les chiffres sur les grands nombres.
Et là, il y en a d'autres qui diront, ben oui, OK, McGill, Concordia, ça contribue à l'assimilation de Montréal, peut-être, si on accorde de l'importance à ces statistiques-là, mais ça contribue au rayonnement international de Montréal. C'est peut-être un risque à prendre, là. C'est pas ça le débat. Mais il faut au moins reconnaître que c'est vrai que sur le plan statistique, il y a une tendance. Mm-hmm. Et ça place le fédéral dans les câbles parce que ça le met face à ses propres contradictions. Alors, quand on parle de droit à l'égalité au Canada, il y a une conception de l'égalité qui est très canadienne, qui est assez opposée à ce qu'on rencontre, par exemple, en France. Mais bon, chacun son approche. Et au Canada, on veut de l'égalité réelle. Exactement. Pas juste de l'égalité théorique. Formelle. Et donc, la jurisprudence canadienne, les autorités fédérales rappellent toujours cette approche axée sur l'égalité réelle. Puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a quand même des énoncés très forts en lien avec ça. Notamment l'idée qu'il faut traiter les gens différemment pour atteindre un résultat égalitaire. Donc, à la limite, on peut accepter certaines discriminations qu'on a appelées à une certaine époque positives. Ou d'accès à l'égalité. Et donc, il faut traiter les groupes différemment pour atteindre un résultat égalitaire. On transpose ça à la langue. Ben, c'est tout le problème de la politique fédérale. La politique fédérale là, elle déploie des efforts colossaux pour le français au Canada. Mais son but, depuis son adoption sous Trudeau père, c'est de faire du Québec une province plus anglophone et de faire du reste du Canada des provinces plus francophones. Donc, c'est toujours d'aider la minorité. Et là, enfin, on a commencé à faire du judo avec l'approche canadienne en disant, ben vous pouvez pas nous parler d'égalité réelle pour toutes les autres formes de discrimination. Puis quand on arrive aux relations entre les deux groupes de langue officielles, là, votre approche tient plus. Alors là, le verre est dans la pomme. Dans la nouvelle loi sur les langues officielles, le fédéral a été obligé d'admettre que, ben oui, l'égalité réelle, c'est peut-être bon aussi pour le français. Ça veut dire quoi, ça? Il faut traiter les deux langues officielles différemment pour atteindre un résultat égalitaire. Moi, j'ai plein d'idées sur les conséquences que ça peut avoir. Et c'est un peu face à ça qu'est placé la réaction épidermique de Francis Drouin. C'est un petit peu le deuil. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire le deuil de cette vieille approche qui consiste à dire non, au Québec, là, si on fait les choses pas exact, il faut la parfaite symétrie entre symétrie au sens traitement identique de la minorité anglophone du Québec par rapport aux minorités franco hors Québec. Cela dit, même historiquement, le traitement identique et symétrique, là, c'est pas vrai. Et c'était la position de René Lévesque de constamment dire, ben écoutez, moi je vous propose la réciprocité. Si vous offrez les mêmes avantages, on va s'ajuster. Mais bref, il y a un discours là-dessus qui est persistant. Et là, à ça, il n'y a pas juste l'égalité réelle dans le décor. Il y a tout le discours sur la discrimination systémique, qui était moins présent il y a quelques décennies et qui a beaucoup pris d'ampleur, que le fédéral embrasse sans aucune réserve. Et donc, cette approche systémique qui épouse le fédéral, elle consiste à dire, il y a un écart statistique, donc on vient de diagnostiquer une inégalité systémique. Deux exemples. Il y a un écart statistique dans qui a des chaires de recherche du Canada, donc il y a une inégalité systémique. On vous met des cibles obligatoires et on arrive, par exemple, à l'Université Laval avec des concours en biologie, en histoire, où pour accéder à une chaire de recherche, il faut exclure les candidatures issues du groupe majoritaire historiquement avantagé. C'est ça. Et donc, vous voyez comment l'écart statistique devient l'outil de diagnostic de la discrimination systémique et elle justifie, et ça va loin. Par exemple, le gouvernement actuel, en matière de peine de prison, a adopté des lois pour dire, au fond, maintenant, s'il y a un écart statistique en défaveur des Autochtones ou, par exemple, des personnes noires dans les prisons, ben, il faut essayer d'éviter la prison pour ces gens-là. Donc, il faut des peines de prison différentes, égalité réelle, donc des traitements différents pour atteindre l'égalité statistique recherchée. Et qu'est-ce qu'il fait, Frédéric Lacroix? Ben, il fait la même chose. Il arrive et dit, moi, je prends tous les financements de McGill
et je prends tous les financements de l'Université de Montréal. Puis qu'est-ce que je vois? Je vois un écart statistique. Et donc, il ramène cette réalité statistique qui place le fédéral face à, OK, effectivement, est-ce que toutes les formes de discrimination systémique seraient condamnables, sauf la discrimination systémique ou statistique basée sur les rapports entre les deux langues officielles? Oui, c'est ça. Il y a là... Parce qu'au Québec, il faut le dire, là, on aide le plus fort. C'est-à-dire, on finance plus les universités anglophones. Ah oui, le Canada fait des trucs incroyables pour le français. Mais au Québec, il s'agit de financer la présence de l'anglais. Il s'agit de renforcer la communauté anglophone. C'est ça la politique traditionnelle. Et donc, on voit que le fédéral est un peu placé sur la défensive parce que le Québec est en train en tout cas, ou une partie des parlementaires au fédéral, puis des forces au Québec sont en train de faire du judo. Hein. Ils utilisent la force de l'adversaire, si je peux dire, pour arriver à leur fin, en utilisant ces concepts d'égalité réelle, de discrimination systémique, pour attirer l'attention du fédéral sur le fait que si vous êtes cohérent avec il faut traiter les gens différemment pour arriver à un résultat semblable, ben là, vous pouvez plus traiter la minorité, le cas de l'anglais au Québec de la manière dont vous le faites depuis des années. Et donc, ça va être un dossier à suivre. C'est pas la première fois qu'on en parle à ce micro, mais derrière la réaction épidermique, derrière le refoulement d'égouts, il y avait très certainement au fond, un député fédéral qui est en train de réaliser que la loi, la nouvelle version de la loi sur les langues officielles a peut-être des conséquences, qu'il y a peut-être une logique que certains sont en train d'exploiter et qui va peut-être produire des résultats, en tout cas, qui vont embarrasser une partie de la majorité actuelle à Ottawa. Cette nouvelle loi pourrait nous permettre d'éviter le piège qu'a vraiment mis en relief les travaux d'Éric Poirier. Éric Poirier, qui est un juriste qui a vraiment analysé la loi sur les langues officielles, qui met toujours dos à dos aussi les minorités en les mettant sur un même pied. La minorité francophone au Québec, parce qu'on est une minorité continentale, et les minorités francophones dans le reste du Canada. Oui, sans tomber trop dans une revue des débats académiques sur ces sujets-là, mais ça fait un petit bout que la discussion existe. L'ouvrage d'Éric Poirier fait une revue remarquable de tout ça. Puis au fond, on a des gens qui disent, par exemple comme Frédéric Bérard, qui disent non, il y a déjà un traitement différencié. Comme s'il anticipe que ça va être un problème, puis il dit non, c'est déjà le cas, là, on traite déjà. Éric Poirier, lui, dans son ouvrage, il cherche le traitement différencié. Il le trouve pas. Et après, il y a même des pessimistes. Moi, j'en fais partie. Et je pense qu'il y a un traitement différencié. Il existe, mais il est en faveur de l'anglais au Québec. Donc, à cet égard, moi, je me situe même encore plus pessimiste qu'Éric Poirier dans sa thèse. Deuxième sujet. Tu as lu la décision de la juge Maas qui a rejeté la semaine passée l'injonction qui demandait la levée du campement pro-palestinien de McGill. Oui, puis le campement est toujours là. On ne sait pas pour combien de temps. Et elle a refusé l'injonction, ça c'est sûr que ça a permis au campement de se pérenniser. Oui. Il manque juste le spa, c'est Mario Dumont qui disait ça comme à Ottawa. Oui. Je pense qu'il est parallèle avec le campement à Ottawa, même si c'est pas la même cause. Il y a des parallèles juridiques que tu vas oui, on a une manifestation qui s'installe à demeure pendant longtemps. Et moi, il y a deux idées fortes qui ressortent à la lecture du jugement, mais de la décision provisoire de la juge Chantal Maas. On la connaît parce que c'est elle qui avait rendu la décision sur le couvre-feu pour les itinérants durant la COVID. Donc, elle avait fait une exception pour les itinérants. Donc, on en avait beaucoup parlé de cette décision-là. Mais grosso modo, il ressort de ces motifs, en tout cas moi, un double sentiment, celui de l'imprévisibilité du droit et celui aussi de l'impuissance du droit. Le droit imprévisible, pourquoi, Antoine? Parce que dans ce genre de dossier-là, on rend toujours des décisions provisoires, c'est-à-dire en attendant de trancher le fond de l'affaire. Mais quand on arrive pour trancher le fond de l'affaire, la manif est finie. Donc, on tranche avec des critères qui sont pas les vrais. Donc, la question, est-ce que j'ai le droit de manifester sur un campus jour et nuit pendant des semaines? Au fond, on se rend jamais à la bonne réponse. On se rend seulement à des étapes préliminaires où on dit, là, on va gérer, on va monitorer la situation en fonction de critères provisoires. Donc, il y a cette dimension-là.
deuxième dimension qui rend le droit très imprévisible, c'est qu'on tranche de façon hyper contextuelle. On s'intéresse à l'aspect sécurité, donc comment ça se passe, bloque-t-on les accès, y a-t-il de la violence, le type de lieu, est-ce que le lieu est privé ou accessible au public? Et moi, je pense, c'est pas très explicite dans la décision de Chantal Masse, mais ça finit par être présent. La durée de la manifestation. Il y a des choses qu'on va tolérer dans la rue pour une manifestation intense qui dure quelques heures, mais que la même chose, on la tolérera pas pendant des mois non plus. Et donc, la liberté d'expression, oui, les messages, on protège largement, mais les lieux, la forme, la durée, ça se discute. Mais quand on arrive pour en discuter, on est au provisoire dans l'urgence, puis on se rend rarement au débat final. Je sais que le temps file, mais c'est aussi une preuve de l'impuissance du droit. Comme dans le dossier des camionneurs, il y en a eu des injonctions à Ottawa. Ouais. Là, à McGill, elle l'a pas donné l'injonction, mais à Ottawa, il donnait les injonctions, puis il se passait rien. Ouais. Donc, il y a comme une incapacité du droit d'assurer sa propre sanction. En 2012 aussi, il y avait beaucoup d'injonctions. Oui, en effet. Puis Chantal Masse, elle l'écrit dans son jugement. Il y a un magnifique paragraphe, elle dit « Tout le monde est pour la vertu », je la cite, « Tout le monde est pour la vertu, bien sûr, mais tout le monde ne voit pas de la même façon comment elle doit s'incarner. Rendre une telle ordonnance, donc l'injonction, dans le contexte qui nous occupe ici, est presque une invitation à rendre une décision difficilement exécutoire et suscitant d'avance des débats sur son respect. Elle admet son impuissance? Ben oui, elle dit, écoutez, je pense que je serais mieux de pas en rendre parce qu'elle sera pas respectée. C'est ça. Elle dit pas aussi clairement, mais ça dit quelque chose. C'est fou. Oublions pas, McGill, dans le dossier qui nous occupe, est arrivé là en disant, moi, je sais pas si je veux d'injonction, je suis juste un spectateur. Ouais, c'est ça. Tu sais, je laisse les étudiants chicaner entre eux, là, les carrés pro-Palestine, les carrés pro-Israël, puis moi, j'ai pas d'opinion. Moi, je prétends que si McGill est arrivé en disant nous avons une position, puis qu'on veut l'injonction, peut-être qu'on serait arrivé à un autre résultat. Et donc, tôt ou tard, le premier ministre du Québec, lui, a été clair. Oui, le problème avec le premier ministre, c'est que des fois, il oublie que dans sa fonction, un certain devoir de réserve à l'endroit de la police. Pourquoi que je pense pas que M. Legault a appelé le directeur de police pour lui ordonner, là, mais à la fin, tôt ou tard, comme dans le dossier avec Ottawa, des camionneurs à Ottawa, la police va intervenir. Puis à Ottawa, là, il y a eu la commission Rouleau, il y a même eu une décision de la Cour fédérale pour blâmer certains aspects, mais la manière dont la police est intervenue à Ottawa, il n'y a personne qui a remis ça en question. Donc le moment où il y a eu une volonté politique, puis une stratégie policière bien organisée, ben ça a fonctionné. C'est pas vraiment les tribunaux qui nous ont géré le délicat débat sur la liberté d'expression. C'est le jour où Justin Trudeau a dit on passe à l'action, et le jour où la police a déployé la stratégie, je pense que ça va être la même chose. Tu sais, McGill est dans une drôle de situation où ils vont devant le tribunal puis ils disent on veut pas d'injonction, mais on appelle quand même la police. Et ça veut pas dire que le moment venu, surtout si les problèmes associés au campement venaient qu'à grossir, pour le moment, ça semble plutôt pacifique. Ouais, on est en 2 sessions aussi à l'Université McGill. Oui, donc on est dans l'hyper-contextuel. Et donc, à la fin, il y a des gens qui vont, à juste titre, dire, ben voyez, le tribunal a dit qu'on avait le droit de... Non, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est ça. Et à l'inverse, si le tribunal avait dit il faut démanteler, ça voudrait pas non plus dire que vous n'avez pas de liberté d'expression. Et il y a une impuissance des droits fondamentaux à être clairs, stables et à produire leurs effets. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci à la semaine prochaine. À bientôt. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.